Voilà, on se retrouve pour ce dernier rendez-vous conférence. Dernier rendez-vous conférence de ce salon, de ce premier salon de l'habitat ISTRE 2015. On termine en beauté. On termine avec la conférence consacrée au jardin, au paysagisme à l'extérieur. Nous avons avec nous Jérémy, nous avons avec nous Florent de la société Activitus Naturae. Racontez-nous, faites-nous envie de jardiner. Jérémy, par exemple, cette activité de paysagiste. Alors l'activité paysagiste, elle permet en fait au départ d'embellir la maison, d'embellir un coin où les gens ont besoin de se retrouver, de se ressourcer, qui permet aussi d'avoir un certain bien-être, de se sentir bien et aussi d'apporter de la couleur dans ce qu'on appelle un espace de vivre, un espace de détente. Et il existe après plusieurs manières de pouvoir embellir cet espace-là. Florent, peut-être des éléments sur ton métier également? Donc du coup, il y a plusieurs possibilités d'accéder au poste de jardinier paysagiste. Donc en fait, on peut commencer par un CAP jardinier paysagiste, aménagement de l'espace. Donc on commence vraiment au bas de l'échelle, CAP, BEP, il y a un bac pro également. Donc ça peut être aussi, on peut faire ce cursus en alternance également. Et ensuite, on peut continuer vers un BTS, une licence pro, c'est ce que j'ai fait, aménagement de l'espace. Et ensuite, si on souhaite vraiment continuer un peu plus haut, il y a aussi le titre d'ingénieur, en fait, ingénieur aménagement de l'espace. Donc voilà, et on peut travailler également dans le privé comme dans le public. D'accord. Et fort de cette formation, de ces diplômes, qu'est-ce que vous pouvez donc proposer concrètement, des exemples? Que pouvez-vous proposer concrètement à un particulier qui veut aménager son jardin? Des conseils? Des idées? Alors ça dépend de ce que le client recherche. Est-ce qu'elle voudrait que du végétal, ou alors elle recherche un espace où elle pourra avoir un côté jardin et un côté accessibilité sec. Donc du coup, on va rechercher dans tout ce qui concerne les graviers ou autres. Les galets, on peut jouer sur les galets, et après on peut jouer aussi sur le végétal. Il existe des végétaux qui sont à ras, d'autres qui sont rampants, d'autres qui se redressent, ou d'autres qui sont beaucoup plus en arbrisseau. Donc voilà, on va jouer là-dessus. Ça dépend en fait de ce que le client recherche. Et nous, on s'adapte à la demande qui est proposée. Et justement, Jérémy, actuellement, les demandes, quelle tendance dans les demandes actuellement, par exemple, auprès des particuliers? Flo, quelle tendance on peut retrouver chez les particuliers? En fait, les clients, maintenant, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment des jardins avec très peu d'entretien. C'est vraiment ce qu'ils demandent le plus, c'est vraiment très peu d'entretien. Ils veulent un jardin avec le minimum d'entretien, avec des plantes adaptées vraiment au climat, qui demandent peu d'eau, peu d'entretien. Et on évite maintenant les gazons, tout ce qui est des grandes surfaces en gazonné. Et en fait, on revient vraiment sur des jardins secs avec l'utilisation des graviers, des galets, des graminées. C'est vraiment très à la mode en ce moment. Et donc voilà, et du coup, ici, on peut utiliser d'autres gazons alternatifs, comme du zoysia en fait, zoysia tonifolia ça s'appelle. Et en fait, ça, c'est un gazon qui demande vraiment très peu d'eau, et ça peut être une alternative par rapport au gazon classique en fait. D'accord, c'est la tendance effectivement des demandes que vous recevez. Une autre question, j'aurais voulu savoir justement si ce sont des projets qui ont besoin de court, moyen ou long terme. Parce qu'on peut supposer qu'un arbre ou un arbuste a besoin de grandir, etc. Moi, j'ai une question. Lorsqu'on veut mettre par exemple un olivier, est-ce qu'on doit prendre un olivier déjà d'une certaine taille? Est-ce qu'on peut compter sur la pousse de l'olivier au niveau végétaux? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités? Démarrer avec de l'arbuste qui va pousser, de l'arbuste déjà d'une certaine
ampleur, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est aussi un choix de vos clients ou c'est vous qui proposez? Ah, c'est un choix au départ, c'est un choix de client. Après, nous, on se base de ce que le client demande. Si par exemple la personne voudrait un arbre qui soit, enfin un arbuste qui soit bien touffu, on va faire en sorte d'avoir un arbre bien touffu. Mais après, il faut savoir, il faut que ça soit aussi adapté au jardin. Il faut que ça soit adapté au jardin et au projet qui a été mis en cours. Donc ça peut être aussi bien un arbre. Si elle demande d'avoir un arbrisseau qui soit touffu, on va en mettre un. Mais si ça ne va pas, on va proposer une alternative. C'est comme beaucoup aussi pour les bordures ou pour même le gazon même. Si vous voudrez avoir un gazon qui soit nettement beaucoup plus vert, ben on va trouver une alternative. On n'est pas une région d'avoir un arrosage constant, parce qu'on a une région sec ici, par exemple, comme d'autres exemples. On entend souvent dire également « j'ai la main verte » ou « je n'ai pas la main verte ». Alors Jérémy, c'est une réalité, on est jardinier ou on ne l'est pas, ou c'est une question de chance? Non, la main verte, en fait, c'est simplement qu'un proverbe. Une personne qui n'a pas la main verte, ça ne va rien dire du tout. C'est simplement une observation. Si on plante un arbre là, on se dit, tiens, pourquoi il ne prend pas? De soi-même, déjà, on voit qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire, on va le déplacer, ou on va apporter de l'engrais, ou on va se renseigner, rien que ça. Déjà, on va se renseigner à des professionnels ou à des gens qui sont dans le domaine de l'espace vert, du jardinage. Après, c'est à partir de ces conseils-là qu'on va se reporter, on va essayer de mettre en œuvre ce qu'on a eu comme conseil. Mais la main verte, non, c'est qu'un proverbe, c'est simplement d'observation et que des conseils de droite à gauche. Voilà. Une autre question beaucoup plus terre à terre, elle est personnelle. J'ai des oliviers dans mon jardin. Et chaque année, au cours de l'hiver, je crains le gel, je crains le froid pour les oliviers. Peux-tu me rassurer, peux-tu m'éclairer par rapport à l'olivier? Quelle température peut-il supporter? Je pense que l'on est nombreux dans ce cas-là à se poser la question. Je sais que les oliviers, nous sommes une région déjà qui n'a pas des gros hivers permanents, comme dans d'autres régions plus au nord, où ça peut descendre jusqu'à moins 10, moins 20. Déjà, l'olivier, il peut supporter à moins 6, moins 5. Déjà. Après, si ça commence vraiment à descendre, là, il faut un peu s'inquiéter, ou alors il faut que l'arbre il soit bien ancré, pour que les racines soient bien ancrées dans le sol, une certaine l'âge aussi rentre en jeu, et l'endroit où se trouve l'olivier aussi. Un olivier qui est proche d'un gazon qui est constamment dans l'eau, c'est sûr que le gel, il va s'attaquer à l'olivier. Ça y fait aussi. C'est l'emplacement, l'âge, le milieu, le climat aussi, qui fait que tous ces facteurs fait en sorte que l'olivier, soit il va résister, ou soit il va avoir des difficultés à passer l'hiver, si c'est un hiver un peu rigoureux. Et au-delà de l'olivier, quels sont les végétaux les plus représentés dans nos jardins provençaux? Alors dans les jardins provençaux, on retrouve beaucoup les plantes méditerranéennes, style romarin, thym, voilà. Ce sont des plantes aromatiques qu'on s'en sert dans les plats provençaux. On retrouve aussi tout ce qui concerne les cystes, les cotonéastères. Ce sont des plantes méditerranéennes, des plantes qui résistent à la chaleur d'été, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'eau. Mais surtout que ce sont des plantes qui sont d'ici, de la région. La lavande. Il y a la lavande, ou le lavandin, qui est beaucoup plus répandu que le lavandin. Le lavandin, c'est une espèce assez proche et même de la même famille. Bon, dernière question, je profite de votre présence. Allez-y. Je profite de votre présence personnellement également. J'ai des amis qui m'ont parlé de traitement de leur jardin, de leurs végétaux, et qui m'ont parlé d'un produit qui s'appelait bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise. C'est bouillie bordelaise. C'est du vin qu'on fait bouillir? Non. La bouillie bordelaise, en fait, c'est du cuivre. C'est du sulfate de cuivre. On en met sur les oliviers, on en met sur certains arbres pour éviter certaines maladies fongicides, champignons. On en met, par exemple, pour le mildiou, on en met pour d'autres maladies qui pourraient attaquer l'arbre.
qui pourrait attaquer l'arbre. Et donc on le met en préventif ou même pour lutter contre. Et on l'utilise à une certaine période de l'année. Donc voilà, c'est du sulfate de cuivre. C'est pour ça que c'est ce qui donne cet aspect bleu. Par contre, l'utilisation, il y a une certaine, comme tous les produits, les utilisations doivent être bien suivies. Il y a un dosage à respecter, il y a un litrage à respecter aussi. Il ne faut pas non plus abuser sur certaines maladies. Surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup d'écologie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder les notices, les conseils qui y a écrits sur les boîtes, les flacons. Il faut vraiment utiliser comme c'est demandé. Et ces produits, on peut les retrouver dans un magasin classique ou faut-il aller dans des magasins spécialisés pour trouver ces produits efficaces pour traiter ces végétaux? Alors, il y a certains produits qu'on peut retrouver dans certains commerces, les commerces publics, mais de plus en plus de produits sont retrouvés que dans les coopératives pour les professionnels. C'est surtout en fait les produits qui sont dangereux, qui sont assez agressifs, style beaucoup d'insecticides. Il y a aussi certains fongicides qui luttent contre les champignons et d'autres maladies qui sont assez proches du champignon, qui sont vendus dans les coopératives. Après, c'est sûr que comme les boues bordelaises, on peut en trouver dans les jardineries, dans les magasins publics. Il y a aussi, par exemple, pour les insectes, il y a les antifourmis qui se retrouvent sous forme de poudre, qu'on retrouve aussi dans les magasins publics. Voilà, donc il y a des produits qui ne sont pas vendus dans le commerce parce qu'ils sont agressifs ou parce qu'il y a un mode d'utilisation à respecter et que malheureusement beaucoup de gens ne peuvent pas, ils n'ont pas la notion de porter certaines protections et donc du coup ils sont retirés du marché public qui sont mis chez les professionnels. Une dernière question, Flo, existe-t-il une saison, une période propice pour justement jardiner, pour aménager son extérieur? Y a-t-il une saison, une période dans l'année plus propice? Donc en fait, la période la plus propice pour planter les végétaux, c'est vraiment, idéalement, c'est octobre-novembre. Oh, j'en dis le printemps. Ou sinon avril, effectivement, ouais, en avril. Donc mars-avril ou octobre-novembre. Donc on peut planter tout ce qui est végétaux, arbustes, arbres. Eh bien, merci Florent, merci Jérémy. Merci à vous. On peut vous retrouver jusqu'à 19h à l'extérieur du Salon de l'Habitat. Vous avez votre superbe stand Activitus Naturae. N'hésitez pas à aller découvrir leur création à l'extérieur du Salon de l'Habitat. Merci Flo, merci Jérémy, à bientôt.